Bonjour, alors je vais vous parler d'Hélène Cixous et des créations de langue chez Hélène Cixous. Hélène Cixous, née donc en 1937 à Oran, est l'auteur d'une des œuvres les plus riches, les plus singulières et les plus puissantes de notre époque. Écrivaine, dramaturge, donc elle a collaboré et elle collabore toujours avec Ariane Mnouchkine, le Théâtre du Soleil, essayiste, cofondatrice de l'Université expérimentale de Vincennes, où elle a créé le premier centre d'études féminines, poursuivant ensuite ses travaux de réflexion dans un séminaire qui s'est tenu à Vincennes et associé au Collège international de philosophie. Elle a généré une œuvre considérable, considérable par son ampleur, plus de 80 titres, considérable par sa richesse, et j'use ici de l'adjectif considérable, au sens où Mallarmé parlait de Rimbaud comme d'un passant considérable. Je ne citerai qu'une poignée infime des titres d'Hélène Cixous dans le domaine de la fiction, Le prénom de Dieu, qui marque son entrée en littérature en 1967, Dedans, qui est couronné par le prix Médicis, Souffle, Or les lettres de mon père, Osnabrück, Sigu, F. Sévad, Gare d'Osnabrück, Ruine bien rangée, dans le domaine des essais, j'allais dire des excès, mais c'est aussi des essais qui sont des excès, L'exil de James Joyce ou l'art du remplacement, Voile avec Jacques Derrida, Entretien de la blessure sur Jean Genet, Les Sans-Arges d'Adèle Abdessemet, et bien sûr tout le massif des pièces de théâtre, Portrait de Dora, ou les pièces avec Ariane Mnouchkine, L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, La ville parjure ou Le réveil des Érinies, Tambour sur la digue, Les naufragés du fol espoir, etc. Je questionnerai l'invention de langue à laquelle se livre Hélène Cixous, une invention qui libère une langue étrangère ou une multiplicité d'états du verbe. Pour laisser éclater une langue démiurgique, une langue phénix qui renaît de ses cendres, il faut avoir fait l'épreuve de l'impuissance et l'épreuve du rapt. De cette transe ou de ce voyage, Hélène Cixous ramène des sensations, ramène des visions qu'elle traduit dans ce que j'appellerai le Cixous. Le Cixous, ou bien le Cixouxien, est à la fois une langue et un monde, ou plutôt des langues nomades, mobiles, en création continuée, et un plurivers en perpétuelle construction, qui véhicule des nouvelles manières de penser, d'exister et de sentir. Quiconque entre dans l'univers d'Hélène Cixous fait l'épreuve d'une dépossession et l'épreuve d'un ravissement, qui rejoue, me semble-t-il, sous la phase de la lecture, le vacillement et l'égarement subis par Hélène Cixous lors de l'écriture. On peut dire qu'une autre pratique de la lettre dans l'écriture appelle ipso facto une autre posture de lecteur. La déconstruction de la langue opérée par Hélène Cixous implique que la langue est un véritable matériau vital soumis à des processus qu'on pourrait dire quasi biologiques, de croissance, de méiose, de mitose, de greffe et de multiplication. Dans cette œuvre qui bruise de 1000 langues-vies, je vais juste questionner et pointer quelques motifs qui sont comme des matrices autour desquelles l'œuvre se tisse. En premier lieu, j'évoquerai donc la genèse de l'écriture et une ou quelques scènes fondatrices, sur lesquelles d'ailleurs Hélène Cixous revient à de nombreuses reprises dans son œuvre. Dans un deuxième temps, je creuserai une double injonction, le « tu dois écrire » et « tu ne peux pas écrire », une double injonction qui a pour fond une impossibilité absolue, le spectre du livre que je n'écrirai pas. Enfin, en conclusion, je vais interroger la notion d'écriture féminine, une écriture féminine vue comme excès, comme dépense et comme ancrage dans le corps. Donc, en ce qui concerne la genèse de l'écriture, les scènes primitives. Je pointerai d'abord donc une scène primitive dont Hélène Cixous ne cesse de souligner combien elle a véritablement catalysé la venue à l'écriture. Un événement qui est fondateur, insupportable, déracinant, qui est à contrer et à défaire, à savoir la mort du père Georges Cixous, lorsqu'Hélène Cixous a 10 ans. La lettre vient alors en second, en riposte à une terreur, à un terrifiant qui ne peut être rejoué que par le verbe.
La lettre certes vient trop tard, mais elle se charge de dire pour dédire l'insoutenable. Elle vient muter le néant, en un seul mot, en néant, en deux mots. Alchimiste qui convertit l'absence en présence, l'écriture accompagne la perte jusqu'à un possible retournement. Au bout de la lettre surgit le cri, je cite ici Hélène Sixou, « Rien n'est perdu, ce qui est fini n'est pas fini ». La volée en éclat de la scène du monde, et donc le véritable gouffre, rencontré par Hélène Sixou, a pour nom donc la mort du père à Alger en 1948. Et le verbe arrive dans ce cône de la mort, et il est posé comme une réaction qui est véritablement contre-thanatologique, qui prend la forme d'une obligation d'écrire. Bouée de sauvetage, talisman ou gris-gris, issue inventée, l'écriture surgit véritablement sur les cendres du père pour relever ces cendres en vie. On peut dire qu'elle se dresse un peu comme Hamlet afin de redonner corps et de redonner souffle au fantôme paternel. Hélène Sixou n'a dès lors pas le choix. Il lui faut non seulement écrire des textes, mais faire des phrases au sens de poème et au sens de poésis, pour que le monde puisse advenir, exister et tenir. Je cite ici Hélène Sixou dans L'amour du loup et autres remords. C'est sans doute la mort de mon auteur qui a greffé en moi l'obligation de faire des phrases. Il faut que j'écrive, sinon le monde n'existera pas. J'écris pour remplacer l'auteur décédé. Tout ça, c'est tenir la mort en respect. Ce n'est pas un désir de maîtrise ou de triomphe, c'est la fabrication du radeau sur le néant. Ou encore, dans Aïe aïe, le cri de la littérature, Hélène Sixou écrit ceci. Le terrible jeudi du mois le plus cruel, quand le sort m'a arraché mon père d'un instant à l'autre, et du même coup la moitié de mon cœur, et tout le sol du monde, quand tout n'a été que blessure et effroi. J'avais 10 ans, les violettes de février allaient éclore, je me suis accroché à un cahier, et la littérature a commencé son travail de colmatage de l'abîme. J'étais anéanti, tout est perdu, sauf le mot et sa polyphonie polyphénix. En 1948, l'État d'Israël sort de terre, le père d'H.C. d'Hélène Sixou entre sous terre, et dès lors l'écriture a pour charge et pour fonction de redonner présence, de redonner vie et texture aux disparus, et de refaire un deuxième monde sur les ruines du premier. J'aimerais descendre donc à main nue quelque part, en quelque sorte dans la machine textuelle, dans le dispositif littéraire d'Hélène Sixou. On peut dire que soumise à un flux de ça parle, Hélène Sixou dispose le livre comme une chambre d'écho, une caisse de résonance, mon chat passe dans le champ de vision, des tribus de voix qu'elle entend. En proie à l'inconscient, Hélène Sixou offre une hospitalité aux rafales de langue qui annoncent l'arrivée d'un visiteur inconnu, à savoir le nouveau livre. Dans un mouvement de passivité, mais également de reprise active, elle donne une scène, une consistance à ce qui la traverse. On peut dire qu'on assiste véritablement à une codémiurgie, actée à la fois par le livre et par H.C. Hélène Sixou. Le livre est donc comme un voyageur qui vient de très très loin, qui vient de l'inconscient et qui choisit d'élire domicile dans les créatures ouvertes à la lecture de ces signes. Quand le livre a la chance de passer à proximité d'Hélène Sixou, il ne lui laisse plus le choix, plus de répit et lui saute à la gorge. Je cite ici Hélène. « Dans ma nuit d'écriture, je suis soumise aux lois de l'hospitalité. J'accueille les vocables nouveaux venus, et s'ils veulent repartir, je ne les retiens pas. J'ai une soumission pour ce qui arrive et une soumission pour ce qui revient. » Dans les lois de l'accueil, de l'hospitalité, on trouve bien sûr un motif déridien. Dans le « écris-moi » que lui souffle le livre et que chuchotent également les morts, Hélène Sixou, on perçoit donc la primauté de l'écoute sur l'écrire. Et dans cette antériorité peut-être de l'entendre sur le comprendre et sur le phraser, dans cette prévalence de l'obéissance à la voix, on lira le motif judaïque de l'écoute du divin. Je cite encore Hélène Sixou. « J'obéis, j'écoute, j'aime les voix,
docilité aux tempêtes. On peut dire que le corps écrivant est dès lors un corps prophétique. De Sixou à Marguerite Duras, plus d'un motif circule. D'abord, le motif de la mer, devenu écriture courante, comme le dit Duras dans L'Amant, devenu matériau scriptural chez Hélène Sixou. Et ensuite, l'écriture comme flux de Dieu, comme dit Sixou, ou flux d'alcool, Duras. Marguerite Duras donc pose l'équation, par définition réversible, entre l'alcool et Dieu. C'est Dieu l'alcool, le monde est vide, et voilà tout à coup il y a Dieu, et le monde est bon et resplendissant. Il aide à supporter le vide de l'univers. Sixou, pour sa part, écrira dans La Venue à l'écriture. En lisant, j'ai découvert que l'écriture à l'infini, l'inusable, l'éternel, l'écriture ou Dieu, Dieu l'écriture Dieu. La naissance d'un français qui est plus que français, moins que français, donc la naissance d'une langue réinventée, greffée, passe par des mécanismes biologiques qui sont à déterminer. On peut citer au nombre de ces mécanismes, de ces processus à l'œuvre dans la fabrication de la langue qu'est le Sixou, des phrases mentales, des phases phrastiques, qui se superposent, une multiplication du tissu langagier, une espèce de mitose dans les jeux sur les signifiants, les transformations de la syntaxe et les sillons linguistiques. On peut dire que Hélène Sixou n'a cessé de déjouer l'inertie du bien-dire et de pulvériser la police de la langue. La langue officielle, la langue étatique, donc genrée, sexuée, humanisée, est complètement détournée. La cosmogonie d'Hélène Sixou passe par l'invention donc du Sixouxien, ou comme dit Frédéric Yves Janet, du Xixaldien, en clin d'œil au rimbaldien, qui est donc, comme je l'ai dit, à la fois langue, plurivocité et pluralité de langue et plurivers. On peut dire que Hélène Sixou essaie les mots dans tous les sens, ausculte leur souffle, décompose leurs harmoniques insensées, puisque rien dans la langue n'est fixe. Je la cite ici. Il faut que sonne une langue étrangère dès les premiers mots. On connaît la phrase de Proust, reprise et analysée par Deleuze, l'écrivain, celui qui écrit une langue étrangère à l'intérieur de la langue donnée. Je cite Hélène. « Tout de moi se liguait pour m'interdire l'écriture, l'histoire, mon origine et mon genre, tout ce qui constituait mon moi social, mon moi culturel. À commencer par le nécessaire qui me faisait défaut, la matière dans laquelle l'écriture se taille, d'où elle s'arrache, à savoir la langue. Tu veux écrire? Mais dans quelle langue? La propriété, le droit, me gendarmaient depuis toujours. J'ai appris à parler français dans un jardin où j'étais sur le point d'être expulsée parce que juive. J'étais de la race des perdeurs de paradis. Écrire français, mais de quel droit? Antérieure donc à celle de la mort du père, une autre scène fondatrice, c'est l'œuvre d'Hélène Sixou, avoir été chassée enfant du jardin d'Orin, du jardin d'Éden en 1989, avoir été persécutée en tant que juive. Cette exclusion va donc générer un geste de réaction, un geste de riposte, la nécessité d'inventer une langue, innervée elle-même par des langues étrangères. On peut dire que, tenue à l'écart des inscriptions généalogiques qui sont reconnues, qui sont officielles et majoritaires, tenue à l'écart d'une position d'énonciation qui est fondée en légitimité, Hélène Sixou devra s'emparer de l'écriture depuis une place nomade, depuis une place diasporique qui prohibe cette pratique. À l'instar de Jean Genet, sur lequel elle a écrit, elle ne pourra que voler la langue. Et quand je parle de voler, c'est non seulement la kidnapper, en dérober des joyaux inédits, mais aussi la rendre aérienne, la rendre oiseau, la rendre éthérée, de feu. Éthérée n'est peut-être pas le mot juste parce qu'il y a une puissance aussi, il y a un dynamitage. Ne pas avoir de langue qui précède, qui discipline et qui contraint, c'est la chance aussi de ne pas lui être inféodé et de ne pas être redevable d'un legs pesant qui enferme. Une langue volée est une langue en perpétuelle infraction.
une langue bariolée, tordue, réinventée, on peut dire réanimée, au sens médical du terme. Je cite ici Hélène Cixous, « Colonisé, j'ai décolonisé ». C'est donc depuis son étrangeté, depuis un lieu sans lieu, qu'Hélène Cixous a délivré, décolonisé les mots, émancipé la syntaxe, émancipé la grammaire et repoussé par là même les frontières du verbe, du pensable et du scriptible. Depuis ce juif femme, concaténé en un mot, depuis ce bord du monde, depuis cette place errante, Cixous illimite le moi et illimite la langue. Bien que n'étant pas du tout spécialiste de l'hébreu et des langues sémitiques, je vois quelque part dans l'invention d'une langue, dans la création du Cixous, comme un pendant de la création de l'hébreu. On sait donc que la naissance de l'hébreu a pris le visage d'une renaissance, à savoir la résurrection laïque d'une langue sacrée. Composée donc à partir de l'hébreu sacré qu'on soumet à un processus de sécularisation, l'hébreu est un phénix, un mutant qui provient de la métamorphose d'une ancienne langue morte en une nouvelle langue vive. L'alchimie porte dès lors sur un dépôt qui est mort, qui doit regagner vie, et sur un legs biblique qui est parachuté dans un vernaculaire temporel. Mais que reste-t-il de la langue morte, dont la plus que vive? Que demeure-t-il de Dieu, d'Abraham, de Bethsabée, de la teneur religieuse de l'hébreu biblique et mishnaïque dans l'hébreu sécularisé? Comment se tisse l'ensemble de ces strates? On sait que cette immense question a donné lieu à un débat entre Franz Rosenzweig et Gershom Scholem. Dans cette relève proprement miraculeuse et porteuse d'âpres controverses, comme je l'ai dit, sur la légitimité ou non de la sécularisation d'une langue sacrée, un mouvement de codification, de territorialisation se met en place, puisqu'il s'agit d'asseoir un bon usage, une langue majeure, qui est régie par les règles du bien dire et du bien écrire, et donc du bien penser. La réappropriation d'un idiome perdu, donc elle voit le jour à la fin du XVIIIe, avec le mouvement de la Haskalah, et se voit couronnée par l'entreprise fondationnelle de Ben Yehuda. Ce dernier va donc codifier l'hébreu en s'attelant à la rédaction d'un dictionnaire, à la stabilisation de l'orthographe et de la prononciation. Donc c'est une langue artificiellement recréée, modernisée, on pourrait dire presque synthétisée, une langue génétiquement modifiée, qui ressurgit de la mort en signant la déshérence du yiddish. Et donc l'hébreu laisse du jeu à ses locuteurs, une espèce d'espace et de marge à ses écrivains, par le fait même d'être la résultante d'un bricolage, d'un montage, où s'assemblent des affluents venus de divers idiomes. Dans son exposé sur le film Langue sacrée, langue parlée de la réalisatrice Nourit Aviv, Hélène Cixous explore les tensions portées par l'avènement de l'hébreu, tensions que l'on peut retrouver, mais sous une autre forme, dans la création du Cixous. Je cite ici Hélène Cixous. « Pour quelqu'un qui écrit en français, qu'est-ce que la langue française? Elle ne remonte pas jusqu'à Dieu. Tandis que lorsque vous écrivez en hébreu, après tout, vous ne pouvez pas éviter de rencontrer dans les couloirs Abraham, son âne, le roi David, Bethsabée en petite tenue. Le fantôme de cette lettre extraordinaire, donc la lettre de Gershom Scholem à Franz Rosenzweig, dit que séculariser la langue hébraïque, c'est lui enlever sa pointe, son aiguillon apocalyptique. C'est faire comme si, justement, l'hébreu était non apocalyptique. Plus qu'une langue, on peut dire que l'hébreu est une terre d'asile pour ceux qui ont tout perdu. La reviviscence d'une langue défunte, enterrée, qui prend vie par sa sécularisation, se paie, comme je l'ai dit, d'une autre mort, la mort du yiddish, anéanti par la Shoah, ressurgissant timidement sur les cendres de son extinction. À partir du français, Hélène Cixous creuse donc une autre langue, ce que Deleuze et Guattari appellent une langue mineure, dans la langue majeure. L'hébreu moderne lui parle d'une langue morte, sacrée, on peut dire des ruines d'une langue de Dieu, peut-être des ruines de Dieu lui-même, et à partir de là, refait un temple linguistique profane. À l'inverse, le Cixous part d'une architecture imposée, à savoir le français, bien vivant, pour en tirer des lignes de fuite.
Le Sixou témoigne dès lors d'un travail de sage femme qui continue, mais en le déplaçant, la maïeutique maternelle, Eve Klein étant sage-femme, la mère d'Hélène Sixou. Les blocs de base sont ceux de la langue héritée, mais leur orchestration produit une autre langue. Au nombre des opérations mises en œuvre par Hélène Sixou, je mentionnerai la déterritorialisation de la syntaxe, les habitudes et la déterritorialisation des habitudes idéales, des habitudes scripturales, l'invention de mots valises et bien sûr les néologismes. Le français donné en tant que tel est inapte à transcrire les états que traverse Hélène Sixou, c'est pourquoi il lui faut inventer un autre idiome. Parmi les opérateurs, je pointerai la fission et la fusion. De nature quasiment énergétique, ils mènent la langue dans des réactions qu'on pourrait dire des réactions nucléaires. Dans le premier cas, les mots se fissurent, un peu comme de l'uranium ou comme du plutonium fissile. La fission peut prendre diverses formes. Il y a des blocs de lettres qui peuvent se voir éjectés, tels le OR, OR, détaché du prénom du père Georges. Ou une apostrophe peut cliver un vocable tel juif, J', Dans le deuxième cas, dans le cas de la fusion donc de matériaux légers, cette fusion libère des mots agglutinés, dedans, dehors, elle, Louis, des mots à rallonge, des mots étirés. Ève, la mère qui a un prénom palindrome, va se prolonger en évade, l'Algérie en algériance. Ou bien les mots valises, des mots hybridant de vocables, animam, lire-écrire, proésie, textament, idésolation, pour n'en citer qu'une petite poignée au milieu d'une myriade. Mots éventrés, bombardés, raboutés ou grignotés, mots aussi qui sont concaténés, syntaxe déportée, grammaticalité migrante, onirisation du tissu narratif qui erre et qui bifurque, création de nouvelles classes grammaticales, on peut penser à la substantivation du participe présent, l'extension de la forme progressive des mots, de leur aspect incoatif ou duratif, la verbalisation, donc le devenir verbe des substantifs, déconstruction des pronoms, déconstruction du sujet grammatical, élection de la métaphore, l'un des meilleurs coursiers de l'écriture sixousienne, comme l'écrit Mireille Kahl-Gruber, usage décalé des tropes, dissémination des champs lexicaux, croisement et bouture avec l'allemand, avec l'anglais, ère d'intersection entre les langues, réinvention de l'emploi des signes de ponctuation, jeu sur les signifiants et sur les signifiés, calembour, distribution formelle et distribution typographique ne sont que quelques-uns des procédés d'excentrement plutôt que de décentrement de la langue et de sa mise en variation auquel recourt Hélène Sixou. Toucher à la phrase, toucher à la langue et la faire sortir de ses rails ou plutôt de ses gonds, comme Hamlet parle d'un temps, quel beau lapsus, d'un temps sorti de ses gonds. Donc ça ne relève pas simplement d'une volonté discrétionnaire de soumettre la langue à des expériences alchimiques, mais c'est de son propre chef, pourrait-on dire, que la langue quitte les sentiers battus et elle est mue par la nécessité vitale de phraser l'inphrasable et de penser ce qui échappe à la pensée dominante et majoritaire. Donc il faut bien insister qu'il ne s'agit pas d'un programme de dérèglement des sens au sens de Rimbaud, mais bien de la création d'un espace poétique au sens de poiesis. Au plus loin aussi donc d'un exercice de pure virtuosité verbale qui serait acquis à une espèce de gratuité du geste, on assiste véritablement au lever, à la germination d'une langue. Le Sixou n'est jamais une langue arrêtée, stabilisée, enfermée dans ses joyaux, et qui capitaliserait ses acquis et se mimerait, mais chaque livre appelle le soulèvement d'apax, qui sont des apax lexicaux, des apax grammaticaux, en phase avec les secousses et les séismes endurés. On peut dire que la langue française prend le large en même temps qu'Hélène Sixou dit adieu à l'Algérie. En 1955, les langues plurielles d'Afrique du Nord débarquent en France, déracinées et migratrices.
La diaspora géographique des Juifs séfarades, du côté donc du père d'Hélène Sixou, Ashkénaze, du côté de la mère d'Hélène Sixou, offre la chance d'une diaspora linguistique. Le devenir qui transit l'être juif travaille aussi la langue qui n'a pas de place, qui ne tient pas en place. Dans Mon Algériance, Hélène Sixou revient sur ce qu'elle appelle les jeux aux langues, les jeux de saute-mouton entre les langues qu'elle pratiquait à Oran, à Alger, avec ses parents. Mireille Kallgruber distingue deux catégories, les jeux aux langues et les jeux avec les langues. Les jeux avec le français qu'Hélène Sixou mettra en œuvre dans son économie textuelle. Alors que les premiers, dans les hautes voltiges entre français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, dans les passages entre arabe ou hébreu lors de l'enfance de Sixou, s'affilient à des règles, les seconds n'indexent la liberté d'invention que sur le ludisme et la jouissance. Il y a mon chat qui en a marre de ma communication. Dans de nombreux textes où Hélène Sixou théorise sa démarche d'écrivain, revient avec insistance un motif, le motif de l'écrire comme forme de ne pas dire. Il y a donc en soi un impossible à dire, dont se charge l'écriture, un grain de réel qui ne se laisse pas relever en dire. Il s'agit dès lors, chez Hélène Sixou, de préserver ce secret qui pousse à jouir, qui pousse à écrire, et de ne pas combler ce vide central. En effet, on peut dire que c'est ce manque qui est irrelevable, qui oblige à phraser afin de cacher. On ne sait pas quel est le secret, mais on sait qu'on ne doit pas verser le tout de l'écriture dans un tout dire, et qu'il y a donc du soustrait. L'œuvre d'Hélène Sixou ne cesse de creuser des tourniquets, comme Sartre parlait des tourniquets de Genet dans son Saint-Genet, comédien et martyr. Et ces tourniquets littéralement affolent le geste d'écriture. D'une part, il y a les tourniquets qui ont trait au ne pas pouvoir écrire en tant que juif femme, l'écriture lui est interdite, mais qui transcendent cette impossibilité en possibilité. D'autre part, il y a les tourniquets qui affirment, comme je viens de le dire, conjointement et sous un même rapport, l'obligation à se vouer au phrasé et l'interdiction portée sur le dire. Ce corps à corps avec l'écriture dans le battement d'un « tu dois écrire, il ne faut pas le dire » culmine dans le motif du livre que tu n'écriras jamais. Ce livre, hors livre, est non seulement frappé de l'interdiction du dire, mais aussi de l'interdiction de l'écrire. À partir de la Sainte Primitive, donc la mort du Père, une double injonction embrase Hélène Sixou. Tu dois écrire, tu es prise dans l'obligation d'écrire, mais en même temps, en tant que juif femme, tu ne peux pas écrire. S'emparer du langage depuis un lieu et depuis une place qui interdit son usage passera donc inévitablement par la déconstruction et la reconstruction de la langue. Mais l'écriture, c'est aussi une espèce de danse du derviche tourneur autour de ce livre impossible, de ce livre qui devait être écrit mais ne le sera jamais, le livre placé sous le sceau de l'impossible nécessaire, du 11e commandement. Un 11e commandement qui, prolongeant le décalogue, énonce « Tu n'écriras point le livre de tous les livres ». Là où l'ensemble des autres livres, un ensemble ouvert et qui ne se totalise jamais, se tient sous la ligne du ne pas dire, le livre que tu n'écriras jamais se tient non seulement dans le pas dire, mais dans le ne pas écrire. On peut dire que toute l'œuvre d'Hélène Sixou tourne autour de ce livre impossible, qui est à la fois la cause et le catalyseur de toutes les fictions, et que chaque livre qui s'ébauche fait a priori comme le deuil de ce livre qui ne sera jamais écrit. On peut dire que chaque texte s'interdit d'approcher ce livre absolu, dont sous une autre forme parlait Mallarmé, ce livre-dieu qui est véritablement frappé d'une prohibition et d'une interdiction structurelle. Pas un jour, je cite ici Hélène Sixou, depuis bientôt 40 ans, sans que je pense à ce livre, dis-je. Je pense au livre que je n'écris pas. À force d'y penser, ce livre que je n'écris pas, concaténé en un seul mot, devient mon compagnon inconnu, mon ombre invisible, mon allié secret,
mon toussant visage, mon invivant sans mort, à moins qu'il ne soit le livre laissé pour mort, par chaque livre que j'écris, au prix d'un livre que je n'écris pas. On peut dire que Hélène Cixous n'est pas qu'écrivain, mais elle est aussi une grande héroïne kafkaïenne, comme dans la nouvelle de Kafka, la championne du jeûne, et une virtuose de l'évitement de ce livre impossible. Et c'est pourquoi la création pléthorique de livres qui ne sont pas ce livre interdit garantit la non-création de ce dernier. On pourrait dire aussi qu'un des traits stylistico-affectifs de ce livre interdit est son insistance, sa persévérance, puisqu'il ne cesse de rôder, il ne cesse de laisser des traces dès les premiers livres, dès les premiers textes, déluge, jour de l'an ou encore tombe, avant de devenir de plus en plus présent en son absence. On peut dire qu'il a une spectralité qui est proprement persécutrice. Bien qu'il dise non à lui-même, il ne cesse de demander des comptes, exiger qu'on honore sa venue, et donc il enrôle la scriptrice dans un double bind qui l'affole. On pourrait dire que dans une sorte de remaniement du topos structuraliste de la case vide, il occupe comme une espèce de case vide, de case nomade et d'existence en creux qui assure la circularité des autres textes. J'affronterai la question d'où vient l'écriture, son amont, sachant qu'en son aval, l'action du mot chez Hélène Cixous se définit comme une réparation, mais un réparé qui est sans salut. Une réparation qui s'inscrit dans une esthétique de la jubilation, une jubilation des langues, par les langues et dans la matérialité des vocables, sœur de la jubilation joycienne. Donc elle a consacré sa thèse de doctorat à Joyce. Je vois que je suis déjà à 31 minutes, donc je devrais prendre quelques raccourcis et amputer mon texte pour ne pas outrepasser le temps de parole. Je vais donc passer à l'économie de l'écriture féminine. L'écriture dite féminine n'est pas ipso facto l'apanage des femmes. Elle est de l'ordre d'une position qui excède l'anatomie, qui excède la question sexuelle et la question du genre. Donc ce n'est pas proprement parlé dans le cadre du féminisme strict qu'elle a sa place, mais dans le champ de la différence sexuelle, ce que Hélène Cixous appelle la déesse, les initiales DS, ou la déesse, la divinité, la reine des passages et des voyages entre corps. Elle consonne avec ce que Deleuze et Guattari entendent par littérature mineure. À mon sens, est d'y relever de l'économie de l'écriture féminine un texte qui ne s'appuie pas sur une position d'auteur ou sur un sujet qui est antérieur à l'acte d'écrire. Donc un texte qui invente à proprement parler son organisation à partir d'un corps à corps avec l'impossible à dire, l'impossible de l'étranger, de l'étrange juif, du juif femme. L'écriture féminine s'enroule autour d'un être écrit, d'un être rêvé, être traversé de phrases, au fil d'une connaissance qui, passant par la désorientation et une certaine perte de soi, atteint un état quasi mystique, j'insiste sur le quasi, d'une fusion du sujet écrivant et de l'objet, comme si le contemplant ne faisait plus qu'un avec le contemplé. Afin de rendre ce qui les traverse, les écritures d'Hélène Cixous ou de Clarice Lispector, de Pijarnik, de Tsvetaeva, de Cathy Hacker, sont tenues véritablement d'inventer des registres du pensable et du dissible qui ne relèvent pas du régime du connu et de la récognition. On peut dire que rien, dans les codes du sentir ou du percevoir, du réfléchir qui sont mis à leur disposition, n'est à même de témoigner des expériences qui leur adviennent dans l'écriture et hors de l'écriture. On peut dire que le monologue de Molly Bloom à la fin d'Ulysse de James Joyce condense l'écriture féminine dans laquelle Joyce s'engouffre. Une écriture qui ne fait pas le deuil de tout ce qui est l'avant-langage, qui traverse, on peut dire, le symbolique, pour rapprocher du sémiotique et pour faire entendre les pulsions avant les mots et l'antéprédicatif.
Je suis désolée de passer les pages, mais c'est pour ne pas vous retenir trop longtemps. Donc j'aurais voulu évoquer, mais je ne le ferai pas, les motifs de la mer, de Eve Klein, des grands morts, les grands morts qui reviennent, qui ont la permission de revenir, et donc le statut de les thanatos, migration dans l'œuvre d'Hélène Cixous, mais que si tous les morts reviennent, ou si peu de morts reviennent, certains ne reviennent pas, et j'aurais dû parler de la Shoah, et je pense que je vais faire une conclusion là-dessus. Tous les morts ne reviennent pas, tous ne reçoivent pas une permission, car qu'en est-il quand la mort change de sens? Je cite ici Hélène Cixous, en 1942, mourir a totalement changé de sens. Si Hélène Cixous n'a cessé de tourner autour de la Shoah, de la convoquer mais par la marge, on peut dire que pour la première fois, dans Gare d'Osnabrück à Jérusalem, ensuite dans 1938 Nuit, donc sur la nuit de cristal en novembre 1938, et dans son dernier livre qui vient de sortir, Ruines bien rangées, Hélène Cixous met en mots frontalement la Shoah, sautant dans les mâchoires du Léviathan nazi. Dans ces livres, qui sont des livres inouïs, au sens qu'ils ne peuvent pas être entendus, elle tresse des archipels de réminiscences liés à sa famille Jonas, à Osnabrück, aux archives de la ville, à des photos familiales, des coupures de journaux, des affiches anti-juifs, afin de littéralement mettre en mots l'indicible avec les armes de la littérature, et en se tenant en dehors des territoires des historiens, en dehors des territoires des témoins, directs ou indirects, des survivants ou même des enfants des survivants. Par ce déport hors du travail des historiens, par une saisie véritablement intérieure du régime nazi et de l'Holocauste, Hélène Cixous libère une perception comme physique et un éclairage sidérant qu'aucun historien ne pourra jamais fournir. Entretissant la petite histoire familiale et la grande histoire devenue littéralement folle, illuminant la deuxième à partir de la première, examinant le génocide juif à partir de la déportation subie par le microcosme de sa famille Jonas, Hélène Cixous déploie comme un outre témoignage, je dirais, hors de tout jugement, comme hors de toute haine, dans un au-delà du prisme moral et du ressentiment. Je la cite, « Osnabrück est une ravissante petite ville dans mon souvenir, qui est peut-être un souvenir écran. En 1988, j'ai su qu'elle comptait environ 400 ou 500 juifs, selon l'an, et pas plus selon ma mère. Et 0 à la fin de la guerre. 0 c'est énorme, et selon les nazis, trop, un nombre innombrable. » Toute la littérature d'Hélène Cixous peut être vue comme un accueil d'un rêve de permission. La permission, c'est ce mécanisme qui permet à l'écriture d'accueillir, de recueillir les partants, les fantômes, les oubliés, Jacques Derrida, les morts, dans une tâche qui consonne un peu avec la tâche que Walter Benjamin octroyait à l'histoire, à savoir faire revenir les vaincus. En conclusion, je dirais que dès son premier livre, à savoir Le prénom de Dieu, le souffle cixousien de la liberté a décoiffé les lettres par sa pratique d'un décloisonnement de tous les genres, genre littéraire, genre sexué, par l'insubordination de l'écriture à toute instance enfermante, qu'elle soit l'espace tenu pour celui du roman ou de la philosophie. Les genres chez Hélène Cixous se bâtardisent, s'invaginent, s'indisciplinent, et le corps usine littéralement des textes, machine des textes, où masculin et féminin se voient bousculer. Dans ses livres, Cixous interroge, comme l'ont fait Rabelais, Diderot, Calvino et bien d'autres, les ressorts de la pratique textuelle. Mais loin de livrer la fiction à une réflexion métafictionnelle, elle dépasse la réflexivité par une véritable expérimentation de la langue. Pour fermer, mais aussi rouvrir la boucle, je convoquerai une dernière fois ici, dans cette communication, Hélène Cixous, dans Aïe aïe, le cri de la littérature. J'avais 10 ans, les violettes de février allaient éclore, je me suis accrochée à un cahier
et la littérature a commencé son travail de colmatage de l'abîme. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à Hélène Sixou, merci à ses chats, merci à ses lecteurs, et c'est donc à Hélène, à ses félins, à ses lecteurs présents et à venir, que je dédie cette communication. Merci.